Bonjour et bienvenue à cette balado qui traite exclusivement d'éducation, de pédagogie et de didactique. Je m'appelle Marc-André Girard. Bienvenue au rendez-vous pédagogique de l'École branchée. Alors, je suis présentement à Paris, au Centre de recherche interdisciplinaire. Je suis présentement avec M. François Tadei. Bonsoir, François. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, merci. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. François, j'aimerais ça qu'on parle aujourd'hui d'innovation en éducation. J'aimerais qu'on parle de compétences du 21e siècle. Mais avant d'aborder ces sujets-là, peut-être faire un petit topo de votre carrière, de qu'est-ce qui vous amène ici au CRI. Moi, je suis chercheur en biologie au départ, et en biologie de l'évolution. J'ai essayé de comprendre comment les systèmes biologiques évoluent, comment ils coopèrent, comment est-ce qu'ils échangent de l'information, comment ils coopèrent pour échanger de l'information et comment ils échangent de l'information pour coopérer. Et puis progressivement, je me suis rendu compte que ce que les bactéries font depuis des milliards d'années, les humains le font toujours plus avec Internet et compagnie. Et puis on a progressivement accompagné toujours plus d'étudiants qui voulaient réinventer les manières d'apprendre. Et donc la mission du CRI, c'est de réinventer les manières d'apprendre, d'enseigner, de faire de la recherche et de mobiliser l'intelligence collective en co-designant avec les étudiants, avec les enseignants et les chercheurs de nouveaux dispositifs qui soient adaptés aux défis du 21e siècle. Donc le CRI existe depuis quand? Une quinzaine d'années. Et on a démarré, on était tout petit, sur une table à peu près grande comme celle-ci, et on a doublé de taille tous les 18 mois. Et aujourd'hui, on va avoir 7000 m² à la rentrée prochaine pour accueillir toujours plus de ces acteurs qui veulent repenser les systèmes de connaissance et de reconnaissance. Intéressant. Donc, quand on parle d'innovation en éducation, donc qu'est-ce qui vous a amené, là vous avez parlé de collaboration, de biologie, mais qu'est-ce qui vous a amené à prendre un virage éducation et puis d'arriver à parler d'innovation? En fait, on a d'abord, à mesure que les étudiants utilisaient le web pour apprendre différemment, le système français qui est relativement cloisonné ne convenait pas à au moins ces étudiants qui voulaient penser en dehors de la boîte, comme on dit en anglais, et essayer d'être plus créatifs. Et donc on a co-designé avec eux des masters, des doctorats, des licences, et puis des programmes maintenant pour les enfants, comme les Saventuriers, mais ça vous en reparlerez avec Ange. Et on a essayé assez fondamentalement, on part du questionnement de l'étudiant ou de l'élève, et on essaye de leur offrir les méthodes de la recherche pour aller plus loin que ce que Google peut leur donner comme réponse, ou ce qu'il y a dans les textbooks et dans les livres. Et donc on essaye assez fondamentalement de se dire que ce qui compte aujourd'hui, c'est pas tant de connaître les solutions d'hier, mais c'est d'être capable d'inventer celles de demain. Et donc d'être capable de poser une bonne question, d'être capable de trouver des ressources pour avancer, d'être capable de coopérer avec d'autres qui ont peut-être d'autres éléments de réponse qu'on va pouvoir assembler pour essayer d'avancer ensemble. Mais pour vous, l'innovation en éducation ou en pédagogie, c'est quoi exactement? Quand on parle d'innover dans une école, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos écoles, elles sont nées au 19e siècle pour l'essentiel. Évidemment, elles ont évolué depuis, mais la question c'est est-ce qu'elles évoluent aussi vite que le reste de la société et est-ce qu'elles évoluent suffisamment vite par rapport aux évolutions des technologies. Et si une bonne partie des métiers qui sont les plus demandés aujourd'hui n'existaient pas hier, si une bonne partie des métiers qui existent aujourd'hui risquent de disparaître demain, comment est-ce qu'on forme nos enfants et comment est-ce qu'on s'interroge sur les accompagner dans un monde en évolution toujours plus rapide. OK. Et quand on parle de développement, donc l'innovation va mener tranquillement vers le développement des compétences du 21e siècle. Quelles compétences? Pourquoi? Bon, je sais, j'ai compris que vous parlez du 19e siècle et maintenant le futur, c'est le 21e. Mais vous avez parlé de collaboration tantôt, mais quelles sont les compétences clés que vous avez identifiées à travers vos recherches, à travers votre pratique, qui doivent être développées rapidement chez les jeunes? On retrouve les 4 C que vous devez connaître, coopération, créativité, critique constructive, les Français manquant souvent de capacité à faire une critique qui permette d'avancer, et capacité à communiquer. On a besoin de ça, on a besoin de compassion, on a besoin de capacité à faire des choses que les machines ne savent pas faire. Donc si par exemple les seules capacités qu'on développe, c'est la mémoire
et la capacité à calculer. Comme les machines mémorisent et calculent plus vite que nous, on n'aura pas forcément un métier. Par contre, si on est capable de faire des choses que les machines ne savent pas faire, alors ça devient essentiel. Donc je pense que, je dirais, plus que l'intelligence artificielle progresse, plus il faut que l'intelligence humaine se développe, et en particulier sur les spécificités de l'homme. Mais je vais vous poser une colle, puis la collaboration ne date pas du 21e siècle, la communication non plus, la critique non plus. Je me souviens, quand moi j'étais jeune, au secondaire, on parlait de développer l'esprit critique des jeunes comme moi. Pourquoi est-ce qu'on en parle encore? Et qu'est-ce qui fait que ça en est une compétence du 21e siècle, proprement dite? Si je prends juste l'esprit critique, on voit bien les fake news, on voit bien les théories du complot, on voit bien tout ce genre de choses. Donc, c'est pas nouveau. Les tentatives de manipulation. Je veux dire, Goebbels a su utiliser la radio. Du temps d'Ésope, on savait que la langue était la meilleure et la pire des choses. Donc, depuis toujours, dès qu'il y a communication, il y a possibilité de manipulation, et donc il faut développer l'esprit critique. Et pourquoi est-ce qu'il le faut plus aujourd'hui qu'hier? C'est qu'on a des nouveaux outils de communication, et que la probabilité d'être manipulé par tout un tas d'acteurs pas forcément bien intentionnés est beaucoup plus présente que jamais. Et donc, je pense que c'est encore plus nécessaire qu'hier. Non pas que ça ne soit pas nécessaire hier, mais par exemple, comment est-ce qu'on apprend à reconnaître une théorie du complot quand on arrive sur Internet? Comment est-ce qu'on sait qu'une information est fiable? Est-ce que c'est juste parce que c'est un copain qui nous l'a envoyé? Ou est-ce qu'il y a d'autres manières de vérifier ça? Eh bien, c'est des choses, je pense qu'on a vraiment besoin de former les élèves, parce que ils peuvent évidemment aller tout seuls sur Internet, mais développer l'esprit critique tout seul, ça va être très compliqué. Pour un Québécois qui connaît de loin le système français, après avoir passé, disons, 2 semaines à peu près en France pour l'instant, ce que je comprends, c'est que c'est un système qui est très centralisé. Vous y avez fait allusion au début. Comment est-ce que une pensée comme la vôtre peut éventuellement arriver, ou qu'est-ce que vous avez témoigné depuis vous disiez 15 ans pour le CRI? Qu'est-ce que vous avez témoigné comme avancée en éducation, et qu'est-ce que vous anticipez éventuellement en France? Ce qu'on voit, c'est, par exemple, les profs français font partie des professionnels qui sont le plus surreprésentés sur Twitter. Donc il y a bien une demande, et je suis sûr que c'est le cas aussi au Québec, et il y a évidemment déjà des échanges entre l'ensemble des francophones, pour ne pas dire plus, via les réseaux sociaux. Donc ça, c'est déjà une première chose qui change profondément la culture centralisée classique française, c'est que évidemment Twitter, c'est décentralisé. À côté de ça, on a des gouvernements qui progressivement se sont rendus compte qu'il fallait essayer de changer la structure. Le problème, c'est que la confiance, ça ne se décrète pas, et que comment est-ce qu'on passe d'une société, enfin quand on regarde les comparaisons internationales, et vous avez fait bien avant nous, comment est-ce qu'on passe d'un système de contrôle à un système de confiance? Et ça, c'est des choses que les Français, on commence à s'interroger là-dessus, et il se trouve qu'on a jusqu'à 10 niveaux hiérarchiques. Et donc c'est très compliqué de faire évoluer un système qui a 10 niveaux hiérarchiques. Et donc comment est-ce ce que je m'excuse vous interrompre, ça veut dire qu'entre l'enseignant et le ministre de l'Éducation, oui, il y a 10 niveaux hiérarchiques? Il y a 10 niveaux hiérarchiques qui peuvent être parallèles, etc., qui peuvent être disciplinaires, qui peuvent être locaux, qui peuvent être administratifs, mais il y a jusqu'à 10 niveaux. Et donc ça devient difficile de faire remonter les difficultés qu'on peut avoir en bas, et c'est difficile d'imposer d'en haut quelque chose et d'être entendu même, parce qu'il y a tout un tas d'informations qui se perdent entre les deux, et donc ça manque évidemment de réactivité. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on passe d'un système pyramidal à un système plus horizontal, et quelle forme de légitimité et quelle forme d'autorité on a dans un système plus horizontal. Et ce qu'on essaye de dire, c'est que l'autorité, c'est Michel Serres qui le dit en France, c'est ce qui fait grandir, c'est l'étymologie d'autorité. Et plus généralement, la légitimité, pour nous, elle vient de la science, elle vient de la recherche, et elle vient donc d'une formation par la recherche des enseignants. Mais en France, la formation des enseignants, elle est en train de se réinventer, mais elle n'est pas au niveau de ce qu'elle est chez vous. C'est déjà vrai pour la formation initiale, et pour la formation continue, c'est ultra centralisé, et donc ça ne correspond pas toujours, et même pas souvent, aux besoins des acteurs locaux. Et donc comment est-ce qu'on inverse ça? Et aujourd'hui, ce qu'on voit apparaître, c'est des MOOC à destination des enseignants, les Saventuriers en font, tout un tas d'acteurs commencent à en faire. Et donc il y a aujourd'hui une offre qui est beaucoup plus grande grâce au numérique, et on n'est pas simplement limité aux informations qui nous viennent de la hiérarchie,
on a la possibilité, en tant qu'enseignant et en tant que collectif enseignant, de penser développement professionnel, de penser accompagnement entre pairs, de penser mentorat et de s'approprier directement les dernières avancées de la recherche, sans nécessairement avoir besoin que les 10 niveaux hiérarchiques se soient convaincus qu'il était utile de regarder les meilleures pratiques internationales. Mais l'un des freins par rapport peut-être à nos amis québécois ici, c'est que le nombre de gens qui parlent une autre langue que le français est beaucoup plus faible parmi les enseignants en France par rapport à chez vous. Ouais, c'est sûr, ça peut jouer un rôle. Dernière chose que je vais vous demander avant de vous quitter, si vous aviez un seul souhait à formuler, disons que demain vous prenez votre retraite ou vous changez de pays ou peu importe, et il y a une chose que vous aimeriez revoir de la France dans 15 ans quand vous allez y revenir, qu'est-ce que ce serait? J'ai écrit un rapport que j'ai appelé Vers une société apprenante pour la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche ici. Et l'idée d'une société apprenante, c'est une société dans laquelle quand quelqu'un a appris quelque chose, quelqu'un d'autre peut apprendre la même chose plus facilement. Quand quelqu'un a innové, quelqu'un peut innover plus facilement parce que les premiers ont partagé, documenté ce qu'ils avaient fait. Et donc systématiquement, on peut progresser sur les épaules de géants parce qu'au lieu de devoir réinventer la roue chacun dans son coin, on peut apprendre les uns des autres, on peut s'appuyer sur la recherche. Et ça peut se faire à une échelle nationale, mais même à une échelle internationale. Et donc on peut imaginer une planète apprenante dans laquelle les innovations du Québec nourrissent celles de la France, qui peuvent nourrir celles de la Suisse, qui peuvent nourrir celles de Singapour, d'Helsinki ou d'ailleurs. Et donc on peut imaginer un réseau beaucoup plus dense qui soit fait ensemble. Et je pense que mon rêve, c'est même d'aller vers, vous connaissez le GIEC pour le climat, le Groupement international d'études du climat. On pourrait avoir un GIEC de l'apprendre et des intelligences dans lequel, à l'heure des intelligences artificielles, on repense ces défis, on mobilise l'ensemble des chercheurs et l'ensemble de la communauté éducative et l'ensemble de la communauté des apprenants à l'échelle globale pour essayer de penser les évolutions à venir. Intéressant. Merci beaucoup de votre temps, M. Tadi. Je vous en prie. Thank you.